complément d'information. Du coup, si On a un degré plus subtil, comment ça peut se passer ensuite? Oui, il y a des questions? Voilà. S'il y a des questions par rapport à ce matin ou Qui est-ce qui parle? l'intervention de... C'est moi qui parle. Sinon, j'aimerais ça. Non. Des bonnes questions? Oui, remarque. C'est pas vraiment une question, c'est plus une demande de prolongement, de développement. D'une part sur la fuite des cerveaux, donc acheter des diplômés, des cerveaux, peut-être si tu pouvais en dire un peu plus. Et puis sur la dimension culturelle, je pense par exemple aux séries télé américaines qui modèlent les comportements et qui participent aussi à une forme de dimension culturelle de la guerre économique. Mais c'est évident que la production de la norme de consommation, c'est essentiel. On produit de l'image, et donc on produit la norme de consommation. C'est très bien que vous pouvez faire une publicité en achetant telle marque d'alcool avec un grand panneau, les Français ne marchent plus. Alors on voit James Bond qui commande cet alcool à côté d'une jolie femme, l'alcool, il gagne vachement bien cet alcool. Donc il est bien évident qu'aujourd'hui la communication, elle ne se fait pas directement, elle se fait indirectement, et on produit la norme de consommation, les standards de l'achat, à partir de la production du cinéma. Et c'est pour ça qu'il y a Bollywood, l'Inde fait beaucoup de cinéma, les Chinois sont en train de fabriquer leur Bollywood à eux, parce qu'ils ont bien compris la chose, c'est le soft power, ça c'est prendre ceci. Et donc tout ça, ça fait partie de tout le mécanisme de la culture. Et Jean ce matin avait dit qu'il avait raison de dire qu'il voulait mieux expliquer les choses par la situation qu'expliquer les choses par la culture. Mais moi, je ne sais pas si c'est dominer la culture, mais en tout cas, moi j'appelle ça dominer les standards de consommation. Ça, c'est sûr que l'image participe de ça. Et nous tous, et singulièrement nos adolescents, sont très fragiles par rapport à ça. Il n'y a qu'à voir les grandes marques, ça peut bien jouer. Sur la question des cerveaux, ce que je veux dire, c'est toute la politique de l'éducation, c'est toute la politique de la recherche, c'est toute la politique de tout ce qu'il va pouvoir faire. Là, j'ai des tableaux que je présentais, c'est des tableaux qu'a fait Arbulot, je pourrais prendre la rubrique, il y a toute l'armada des choses à faire pour garder les cerveaux. Je peux donner à votre destination, mais ce n'est pas très intéressant en soi, et c'est de faire que les chercheurs restent ici. Regardez le professeur Montagnier. Parce qu'il avait dépassé 35 ans, on lui a fait perdre sur la voie de recherche. Je ne sais pas ce que veut dire les gens qui est du CNRS. Mais actuellement, Montagnier, je me suis une chose, c'est qu'il a oublié ça. Donc ça participe de tout un principe de réalisme. On a intérêt à ce que les gens aient pu louer de chez nous. On va me dire, ouais, mais c'est pas loyal. Je suis d'accord, mais si le chercheur n'est pas chez nous, il n'est pas chez nous. Par exemple, dans quelle mesure les chercheurs peuvent-ils être intéressés à l'innovation qu'ils ont trouvée? Dans quelle mesure le chercheur du CNRS, donc fonctionnaire de l'État français, est-il intéressé à la conjoncture qu'il va pouvoir créer pour que son innovation lui rapporte? Alors là, les spécialistes du CNRS vont me dire que je dis des choses hideuses, mais moi je considère qu'il est juste et bon que même s'il faut que le CNRS devienne actionnaire, puisque c'est lui qui a financé, mais également la personne physique. Il faut voir la stratégie des USA en matière d'innovation et de recherche, ce qu'ils font avec l'armée. À partir du moment où quelque chose, il y a une innovation, les Américains, hop, ils gobent le truc. Et à partir du moment où c'est l'armée, c'est secret défense, donc il n'y a pas de diffusion. Et ils utilisent l'armée pour faire des innovations, parfois totalement stupides. S'ils veulent aller sur Mars, c'est pas que Mars est intéressant, c'est qu'ils lancent un défi aux scientifiques et que toute la chaîne militaire ou de la NASA va produire de l'innovation, et du fait que c'est classé secret défense ou développement stratégique, on ne pourra en faire profiter qu'aux entreprises. Donc les budgets publics dégringolent sur les entreprises américaines et pas forcément sur les entreprises étrangères. Dans les appels d'offres américaines, il y a tout un ensemble de lois, vous connaissez Small Business Act, etc., Patriot Act, etc., qui font qu'on peut réserver des appels d'offres à des Américains. Parce qu'on considère que c'est stratégique. Sur le CNRS, je ne sais pas, j'ai une explication. Sur le CNRS, je suis obligé de le défendre, le CNRS. C'est vrai que le CNRS a développé toute une politique
d'aide à l'innovation dans lesquelles les chercheurs qui faisaient des innovations devaient pouvoir vendre cette innovation et en tirer profit personnellement. Alors, il y a toute une infrastructure qui ont été faites. Je ne suis pas sûr qu'il ait été très bon. Enfin, quand on discute avec les responsables de ces institutions, ça ne donne pas les résultats que ça devrait donner, notamment pour des questions de le règlement intérieur, etc. C'est extrêmement compliqué. Mais il faut des efforts. Oui, c'est bien. Une des raisons pour lesquelles c'est assez difficile, c'est que les chercheurs non plus n'ont pas souvent cette logique de valoriser pour eux-mêmes les travaux de leur recherche. Moi, je suis sociologue, donc effectivement, le valoriser, c'est un peu compliqué, mais pour les technologies, non, mais ils peuvent le faire, gagner beaucoup d'argent et donner leur argent aux CNRS ensuite. Ils ont un état d'art sans prendre l'argent. Oui. Une question, s'il vous plaît, en termes budgétaires, pour se mettre au niveau à la fois de l'ambition de la défense nationale sur les opérations extérieures et sur la protection contre la guerre économique, est-ce que l'effort budgétaire, est-ce qu'on en a une idée, un ordre de grandeur? Est-ce que c'est à quelle portée? Est-ce que c'est au-delà de notre espérance? L'aspect budgétaire des deux guerres, de la guerre militaire et de la guerre économique. Le budget militaire descend. C'est 32 milliards. Non, le budget militaire descend pas réellement. En fait, la problématique pour nous, elle est plus complexe que chez les Américains, que tu citais tout à l'heure, parce que nous avons la délégation générale pour l'armement. Je ne me lance pas dans une polémique. Hein. Je veux simplement dire que la création, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, je crois, 5 ans de la DGA, est probablement une bonne chose pour tout ce qui est grand programme, comme on dit, grand programme d'armement, qui sont souvent d'ailleurs des problèmes, des programmes duaux, hein, qui relèvent aussi bien du civil que du militaire. Mais lorsqu'il s'agit de discuter rapport avec l'économie, rapport avec les entreprises, rapport avec les forces, la problématique est faussée, je pense, tant en matière budgétaire qu'en matière d'équipement. Est-ce que vous voyez pourquoi je dis ça? Par exemple, aux États-Unis, les plateformes économiques reliant le militaire à l'industrie sont constituées du représentant militaire, du représentant économique, et il n'y a pas d'équivalent DGA. Ça veut dire qu'il est très difficile, il est très difficile chez nous de mesurer la part de l'économie dans le système militaire. Alors, j'ai lu peut-être un peu votre question, mais je pense que c'est très difficile. Très difficile. Mais les grands groupes privés d'industrie d'armement existent, hein, mais en France aussi. Pour répondre, je vais répondre, en tout cas déjà sur le plan des chiffres. Le budget militaire de cette année est de 32 milliards. Sur le budget de la justice, c'est de 7 milliards. Si vous prenez l'armée et la justice, qui sont deux fonctions régaliennes, ça fait à peu près 40 milliards. Les intérêts de la dette, c'est 52 milliards. Et les deux des fonctions les plus importantes de l'État utilisent moins d'argent que les intérêts de la dette. Chez nous, l'État fait tout, mais il n'est pas centré prioritairement sur ses fonctions régaliennes. Les fonctions régaliennes, c'est des fonctions que seul l'État peut faire. Tu vois, globalement, on peut dire qu'on est à peu près à 22% du PIB, les USA, ils sont à plus de 5%. C'est un PIB qui est plus costaud. Et surtout, tout dans l'espace européen, il n'y a que 2 pays qui ont une armée. Alors les Suédois aussi, mais ils ne mettent pas de la poudre dans les cartouches, ils mettent du chichon. Donc ça fait une autre forme de fusil. Mais, alors je suis dur avec les Suédois, il faut rigoler, on est fatigué, on travaille depuis ce matin. Donc, non mais si vous voulez, il y a 2 pays qui ont une armée qui tiennent debout. Si je ne mets pas les Turcs dans l'Union européenne, les Turcs c'est autre chose, ce sont les Anglais et les Français. Et pour les 400 millions d'Européens, ben, en proportion des autres, on est très faible. Ça, c'est pour l'aspect purement militaire. Je ne parle pas de police, hein, je parle de l'aspect militaire. Oui. Oui, mais alors, je croyais que la France était bien placée en matière d'armement, notamment en matière de vente. Nous sommes notamment en matière de vente. Oui. Hein, on est quand même le 3e, je crois. Oui, bien sûr.
Alors, cet argent, disons, il arrive et il va où alors? Non, mais connaît des industries d'armement performantes, c'est une industrie comme les autres. Mais Saint-Étienne, vous connaissez? Oui. Vous savez comment s'appelait Saint-Étienne en 1792? On l'appelait Armeville. Que Saint-Étienne, ça faisait un Meunier, donc Armeville, ça faisait quand même plus humaniste. Donc à Armeville, on fabriquait des fusils, on a fabriqué le FAMAS. Le FAMAS, c'est DGA qui le fait. Le FAMAS, c'est le DGA qui le fait. Non, c'est des sociétés privées. Hein? C'est le sien. C'est privé. On a des entreprises privées, comme aux USA, qui le font. Mais notre problème, nous, c'est la masse critique. Quand vous êtes sur un pays de 350 millions d'habitants, la part d'armement, vous êtes des grandes séries. Nous, on est obligés d'exporter beaucoup de nos armes, puisque quand vous produisez, plus vous produisez en grande quantité, plus le coût unitaire diminue. Et si on veut nous-mêmes se payer nos propres armes, il faut faire des grandes séries. Pour faire des grandes séries, il faut exporter. Ah mais je ne critique pas. Non, mais même on pourrait les critiquer, ce serait bien vu. Mais l'industrie d'armement chez nous, elle est assez importante, mais on a notre marché européen. Si le marché européen voulait bien, si on devait avoir, et à mon avis, ça sera inévitable que l'Europe accepte d'avoir une défense un peu à la hauteur, bien, si on avait un marché européen plus conséquent, notre industrie d'armement serait encore plus conséquente. Mais je pense aussi, il faut bien comprendre qu'il y a des attaques frontales qui sont faites contre l'industrie d'armement. Là, je suis dans l'argument peut-être arbitraire, mais par exemple, quand l'Amérique nous interdit de livrer les 2 Mistral à la Russie, c'est évident qu'il y a certainement des arguments diplomatiques qui se valent ou qui ne se valent pas, c'est un autre problème, mais c'est évident que vous faites très mal à l'industrie de l'armement. Quand on perd la vente des 126 Mirage qu'on peut faire sur l'Inde au niveau de Dassault, il est bien évident que vous fragilisez les 2 seuls producteurs d'avions de chasse en Europe qui sont Sabre, quasiment, il y a un peu d'anglais, mais surtout Dassault. Comme on ne peut pas vendre ça, le financement du nouveau modèle est fortement handicapé. Donc il est bien évident qu'à mon avis, dans toutes ces questions politiques par rapport à la Russie, il y a certainement, en plus de tout le reste, ça n'exclut pas. C'est ça la complexité de la géopolitique, c'est qu'il n'y a jamais une cause. C'est toujours un faisceau de causes qui se met plus ou moins en phase. Il y a, bien sûr qu'il y a une propension des grandes entreprises de l'armement américaine à garder un leadership et à prendre des parts de marché sur nous. C'est de bonne guerre économique, c'est de manière au sens classique. Et nous, les Européens, on n'est pas à mon avis, je ne sais pas si on est vraiment conscient. Moi, je me rappelle, quand la Pologne est rentrée dans l'Union européenne, la première chose qu'elle a faite, c'est qu'elle a acheté des YF-16. Elle venait de rentrer, elle a acheté des avions américains. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est l'essence du libre-échange. Je suis entièrement d'accord. Mais si on avait une stratégie européenne, on sait très bien qu'il faut une masse critique de demande. Ça, oui, ça pose la question de votre conception de la philosophie politique, etc. On est dans un domaine qui n'est pas que rationnel, il est optionnel. Alors, merci. On va écouter Johanna maintenant qui a une question. Oui. Oui. Du coup, c'était pour vous, Monsieur Louis. Moi, j'ai une question qui s'éloigne un petit peu des armes régulières et conventionnelles. Vous avez abordé du coup le système échelon, et je voulais savoir si, selon vous, c'était possible objectivement de faire la différence entre l'argument qui est majoritairement invoqué de la sécurité nationale ou internationale dans le domaine du renseignement et du coup, comment dire, l'espionnage du coup. Et ensuite, une deuxième question, dans la guerre de l'information, est-ce qu'il est possible de faire la différence entre offensive et défensive? Non mais, quand vous inventez un outil, vous pouvez vous le servir pour faire le bien, pour faire le mal. Et ça c'est tout le problème, c'est l'homme qui tient l'outil. L'outil n'est pas l'œuvre en lui-même. C'est évident que l'échelon est obligé de ramasser toute l'information. Il ne peut pas dire, je ne vais pas ramasser de l'information pour des questions éthiques. Pour que ça fonctionne, ça ramasse tout. Donc derrière, c'est l'usage qu'on va en faire. Et moi, j'ai plutôt une attitude bienveillante sur les USA, je pense qu'ils en font un bon usage. Mais vous comprenez bien que tôt ou tard, il y a toujours la probabilité, il ne faut pas grand-chose. Si on sait qu'il y a des relations qui proviennent de telle entreprise, je ne sais pas, je n'ai pas de preuve. Mais il y a la possibilité d'en faire un mauvais usage, c'est certain. Donc c'est le problème de ce que j'appelle le progrès et la mauvaise graine se développent forcément ensemble. Et offensif et défensif, je ne sais pas répondre sur... si vous avez un instrument qui, en vous permettant de vous défendre, vous permet de casser la gueule à l'autre, ben, je ne sais pas quelle est la différence. Je ne sais pas répondre à ça. Excusez-moi. Mais peut-être que...
Le réseau échelon, en tout cas, il existe, ça c'est sûr. L'Union européenne est en procès avec l'Europe. Nous critiquons échelon 1, et je crois que technologiquement, on est à échelon 7 en technologie. Nous sommes en train de critiquer échelon des années 80. Donc le système avance. Donc le système s'enferme, et quand il sera condamné, c'est un autre système qui existera. Mais il est naturel que les Américains défendent leurs intérêts. Ce que je ne comprends pas, c'est que l'Europe, je trouve, ne défend pas vraiment ses intérêts. Et peut-être parce qu'elle ne sait pas définir, je ne vais pas faire de mon Julien Freund ou Carl Schmitt, mais elle ne sait pas définir son ennemi. Nous savons ce que nous aimons, mais nous n'osons pas dire l'ennemi. Et parce que nous sommes un peuple assez généreux, je crois fondamentalement, courtois, et que nous ne voulons pas avoir d'ennemis, on oublie que c'est l'ennemi qui nous désigne, même si on ne le désigne pas. Et là, il y a un manque de lucidité. Du coup, oui, allez-y. Oui, donc c'était pour revenir sur la question qui vous a été posée, en partie sur la notion de défense, aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit. Est-ce que c'est pas un peu vain, en fait, à l'OTAN qui est clairement sous prédominance américaine, de vouloir vendre du matériel français en fait à l'Europe, alors qu'on sait que pertinemment, il y a un certain nombre de pays européens qui du coup négocient des postes à l'OTAN en fonction du matériel qu'ils achètent aux États-Unis. On citera l'exemple du changement des F-35 en Belgique ou aux Pays-Bas, où certains militaires belges le disent, on sait que le meilleur matériel, c'est le matériel français, on sait qu'il nous reviendra moins cher, mais si on le prend, on va se fermer des postes au sein de l'OTAN. Du coup, c'est assez intéressant quand vous en parlez, au niveau stratégique, est-ce que c'est pas un peu vain de vouloir tant que ça vendre du matériel français qu'on ne réussira jamais à vendre? Au sein de l'OTAN, ce ne sera pas possible. Vous avez cité l'exemple de la Pologne qui est assez édifiant. Quand vous dites que la Pologne, ils venaient juste de rentrer dans l'Union Européenne, tout de suite après, ils ont acheté des F-16. On peut pas forcer les gens à acheter notre matériel, mais par contre, les États-Unis arrivent à forcer à acheter de leur. Alors qu'on sait pertinemment qu'il y a eu des problèmes en partie sur les F-16, des problèmes sur les F-35. Il faut savoir que sur des F-16, il y a eu des problèmes de type EUR 404. C'est-à-dire que vous avez un bug en fait, sur votre ordinateur de bord. Il faut savoir que quand ça vous arrive en l'air, vous pouvez ne plus avoir d'oxygène dans votre avion, ce qui peut poser des problèmes. Mais du coup, comment on fait pour ça? On ne peut pas forcer nos partenaires européens. Il faut voir que l'Europe est biaisée de fait. Si l'Europe de la défense est au point mort, la dissolution de la brigade franco-allemande, globalement, l'Europe de la défense ne fonctionne pas. Il y a l'exemple de réunions interminables au sein de l'Union européenne pour parler d'Europe de la défense, où tout le monde semble d'accord, et finalement après les réunions sont réglées à l'OTAN. L'Europe de la défense, si la défense c'est une tâche régalienne des États, ça devrait être une tâche de l'Union européenne, ça n'existe pas, on ne peut pas avoir de politique globale vis-à-vis de ça, on ne pourra jamais. Est-ce que ce ne serait pas mieux carrément de renoncer même à notre industrie de défense? Alors déjà, renoncer à l'industrie de défense, il faut déjà en parler à tous ceux qui travaillent dans l'industrie de défense. Quand vous dites que ce serait vain, je pense qu'ils apprécieraient pas trop votre propos, parce qu'il y a quand même presque une centaine de milliers d'emplois qui en dépendent directement. Et donc je ne sais pas si aujourd'hui, alors que le pouvoir industriel de la France ne cesse que de décliner, alors que tous les économistes prennent conscience qu'on ne peut pas avoir d'économie tertiaire sans avoir une industrie lourde, parce que les idéologues des années 80 ont expliqué que l'industrie c'était dépassé, qu'on allait faire des usines, des entreprises sans usines. Quand on regarde une technologie de la défense, on regarde souvent une technologie de pointe. Alors votre propos est tout à fait pertinent, parce que c'est, en dehors du problème de cet aspect-là, et qui crée énormément de valeur ajoutée, s'il fallait arrêter ça, la question qui part derrière, c'est tout le problème de la construction européenne. Et moi, j'ai jamais dit que... Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir d'Europe de la défense, parce que les Européens ne sont même pas d'accord sur l'essentiel, sur rien. On est dans le mythe du départ, on a vu qu'au bout de l'économie naîtrait le politique. On est dans le mythe de monnaie, c'est de croire, faisant des échanges économiques, la somme de l'économie, ce qu'on appelle le concordisme en éthique des affaires, l'économie va aboutir à l'ordre social et l'ordre politique. L'économie, quand ça va bien, ça s'ouvre. Pourquoi? Parce que votre frigidaire se remplit, le mien se remplit, le vôtre se remplit, on a tous des frigidaires qui se remplissent, donc c'est pas de la solidarité. C'est qu'on se paye le luxe de l'indifférence à l'autre parce qu'on est tous un peu riches. Quand est-ce qu'on juge véritablement la solidité d'une nation? C'est quand tous les frigidaires se vident. Est-ce que je suis capable d'aider l'autre? Et regardez bien ce qui se passe. Et dans ce cas-là, quand il n'y a plus d'économie, quand il n'y a pas de croissance, est-ce que l'économie, ça unifie? Mais quand il y a crise économique, on l'a vu dans l'Europe, il y a de la vertu quand même. Il y a beaucoup de pays qui aident d'autres pays. Mais regardez, aujourd'hui, j'entends quand même des Allemands dire aux Grecs, demandez-nous des îles. Et j'entends les Allemands parler en des termes douteux des Grecs, et les Grecs dire que les Russes, c'est pas mal. Et vous voyez bien qu'avec la crise économique, l'économie ne suffit pas. Ceux qui fondent
ceux qui font des nations, ou ceux qui font une association de nations, il faut quand même un vrai vouloir vivre ensemble. Et fondamentalement, je n'ai pas vraiment, on n'a jamais vraiment débattu de ce qui nous soude véritablement. Si on ne sait pas ce qu'on a à défendre, il ne faut pas parler de défense nationale. C'est pour ça que moi je pense qu'il aurait été au moins astucieux dans la veine de Jean Monnet, qui n'est pas au moins un modèle, même si tous nos lycées s'appellent Jean Monnet maintenant. J'aurais préféré qu'il s'appelle Schumann. Mais donc, si dans cette veine, c'était au moins d'avoir une industrie de l'armement. Laisser chaque nation avoir son objectif, on aurait pu avoir une industrie de l'armement européen. Et on a voulu avoir une défense, et on a eu, on l'a pas. Et moi, je pense qu'on peut quand même garder un bout d'industrie d'armement européen. Parce qu'on en a besoin en tête de pointe de toute l'innovation technologique et à terme, si l'Europe se réveille et prend conscience de son destin commun, elle aura besoin de ce vecteur. Et je suppose, dans mon argumentaire, vous comprenez bien que je pose le principe d'indépendance des nations ou d'indépendance de l'Europe comme un point important. Si dans votre équation vous dites de toute manière, je suis comme un grec du temps de la naissance de Rome et je sais que je suis perdu, Dota fera me fondre dans Rome, si vous dites que l'Europe c'est foutu qu'elle va se fondre dans les USA, c'est vrai. Mais dans ce cas-là, il faut prendre le dollar, ça ira même plus vite. Et l'Europe est peut-être juste déjà fondée dans les USA. Comment? L'Europe, non, c'est... Avec le nouveau marché entre le Canada, les États-Unis et l'Europe. Ben, c'est ça. Mais moi, je suis pas... Non, mais là c'est bien grave. Pour moi, mais ça, il y a forcément les gens qui sont pour, puisqu'ils sont en train de négocier. Mais la question, c'est évident, parce que vous avez une subordination. En disant, c'est qui des Goldman Sachs. Comment? Pratiquement tous les dirigeants. Oui. Donc, à partir de là, les questions jouées. Dans mon schéma sur Goldman Sachs, c'est un exemple d'influence qui ne veut pas dire que c'est eux qui font tout. J'ai bien compris. Mais eux, ils jouent la stratégie de l'influence. Et oui. Et je ne sais pas, moi, je ne voudrais pas développer un point de vue singulier. Moi, j'aimerais poser une question à mon voisin parce que j'étais frappé de son intervention qui disait on a pensé que les ennemis de nos ennemis étaient nos amis. Et c'est la question de est-ce qu'on sait dire est-ce que les militaires français savent qui est l'ennemi? Est-ce qu'ils attendent que c'est le politique qui leur désigne? Parce que j'ai l'impression que nous n'avons pas de pays ennemis et pourtant nous avons vraiment des ennemis. Il me semble qu'on en a, je ne me trompe pas là-dessus. Et est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que c'est, qui est notre ennemi? Là, c'est la question de thèse qui est notre ennemi, monsieur Régis, mais je peux vous dire qui est notre adversaire. Vous allez dire ça plus fort. Donc maintenant, on parle plutôt d'adversaire que d'ennemi. Pour revenir sur... je vais essayer de répondre en même temps, mais pour revenir sur l'industrie d'armement européenne, moi Patrick, je ne suis pas tout à fait d'accord, bien sûr, avec toi, mais c'est normal. Parce que aujourd'hui, on a besoin dans les différents types d'équipements de nations leaders. En aéronautique, il y a Dassault et il y a Dassault. Et il y a Airbus pour un certain type d'appareil. Et pour ce qui est avion de chasse, on a Dassault, qui est quand même je ne vais pas faire de publicité, si, ils vont monter, mais enfin, c'est quand même le meilleur appareil, enfin le meilleur appareil du monde. Bien devant, comme disait notre camarade étudiant, bien devant le F-16, les Saab et autres Eurofighters qui ont tant de problèmes. Donc, comment créer une industrie européenne à partir d'un produit national d'excellence? Ça, c'est la question que je vous pose, à laquelle je ne me permettrai pas de répondre. J'ai pas dit qu'il fallait abandonner notre excellence. Non. Normalement, il y a d'autres choses. Oui, mais alors, je continue. Des endroits. Je continue. Aujourd'hui, par exemple, est-ce qu'il est important de développer un char lourd de bataille, de continuer des études sur les chars lourds de bataille? Oui ou non? Ils sont le marché, la guerre urbaine. Ceux qui pensent oui ont parfaitement raison, parce que si on abandonne ce type de production, dans 10 ans, on aura le même problème qu'on a eu il y a 40 ans entre la cuirasse et le bouclier. Entre la cuirasse et le canon. Vous voyez? Oui.
c'était le problème qu'il y a eu il y a 15 ans quand certains pays ont dit tout va être fait avec des forces spécialisées de droite. Voilà. Du coup, on s'en dit. Voilà. Oui, mais qui pourra le développer? Est-ce que ça pourrait être, est-ce que ça peut être quelque chose d'européen ou quelque chose de national? À partir du moment où vous n'avez pas l'expertise. Vous savez que le char Leclerc, qui est aussi un produit remarquable, je n'ose pas dire qu'il est meilleur que le MA1, etc., mais c'est un produit remarquable. Mais vous savez que c'est une production artisanale. Et qu'aujourd'hui, peut-être que les ex-gens de Fiat fustigeraient, mais je pense qu'on a perdu l'expertise de la construction de chars Leclerc. Vous voyez ? C'est bien ce que je veux te dire, il faut un marché européen. Quand je dis une industrie d'armes, il faut un marché européen pour augmenter les séries, pour être certain de quitter là. Et je ne dis pas qu'il faut brader le savoir-faire français. On peut très bien être excellent, nous, dans l'industrie d'armement, et sur d'autres sujets, d'autres pays européens, eux, nous apporter. Il n'y a pas de préférence européenne. C'est ce que disait Maurice Allais. Maurice Allais dit qu'il faut une préférence européenne. Si vous n'avez pas de préférence européenne, vous tuez dans la guerre économique. Tous les pays essaient d'acheter d'abord les produits de leur zone. Les Américains dévaluent le dollar quand ils veulent se protéger, les Chinois ont une monnaie faible, il faut acheter des produits européens d'une manière privilégiée pour l'effet induits. C'est tout ce que je veux dire, moi. Ça serait polémique, ce serait pas gênant. Non, mais c'est simplement que, en matière d'armement, c'est peut-être justement là que ça touche. Parce que, quand je prends l'exemple des drones, vous savez quels sont les deux grands pays spécialistes en aéronautique de drones? Je dirais la France. C'est la France. Non, la France est bien. Elle ne sait pas construire. Les États-Unis et Israël. Aujourd'hui. Oui, mais l'Iran, on peut la mettre à part parce que le marché n'est pas ouvert. Les États-Unis, et nous achetons. Nous avons acheté, parfois, nous avons acheté aux Américains et aux Israéliens. Il n'y a aucune entreprise, y compris Dassault, qui est capable aujourd'hui de construire un drone vraiment performant sur le marché international. Donc vous voyez, la difficulté, je pense que pour l'armement, les productions d'armement, il est très difficile d'envisager une production européenne. Voilà, c'est un avis tout à fait personnel. Alors, monsieur Ruffier, je me souviens plus. Je vous l'ai dit ce matin, je pense que l'avoir dit ce matin, les adversaires. Les trois grands défis auxquels nous sommes confrontés, un des trois grands fronts aujourd'hui, c'est-à-dire le terrorisme djihadiste. Ça, c'est le premier, c'est probablement l'ennemi. Je me permets de m'avancer, hein, c'est l'ennemi. Ensuite, vous avez le deuxième front, ce sont les États qui sont en déliquescence. Hein, mais ça, ce ne sont pas des adversaires, c'est plutôt une mission de reconstruction qui nous est échue. Mais le troisième adversaire, c'est peut-être ce dont vous avez parlé ce matin, le pays dont vous avez parlé ce matin, que je dis bien adversaire, hein, potentiel. Alors économique, militaire, plutôt économique peut-être, militaire, etc. La Russie peut-être toujours, regardez la problématique de l'Ukraine aujourd'hui. Et puis peut-être que, alors là je vais très loin, peut-être que les États-Unis sont un nouvel adversaire dans la guerre d'aujourd'hui. Toute la réflexion, puisque j'ai répondu, toute la réflexion de la guerre économique, c'est qu'on dissocie définitivement le couple ami-ennemi. C'est qu'on va se rendre compte que Mme Merkel, son portable est écouté par la NSA. Il est évident que les USA sont des amis, mais ne sont pas des alliés. Et c'est ce qui rend le monde terriblement difficile. Avant 1989, il y avait les bons et les méchants, les bleus et les rouges. Vous mettez comme vous voulez. Donc c'était simple. T'étais avec moi, t'étais contre moi. Et c'est ça l'avantage de l'ennemi. D'avoir un ennemi, ça soude. Et on pose plus de questions, il y a un ordre. Le grand problème aujourd'hui, dans le désordre mondial, qui est l'ami, c'est très difficile. Personnellement, on est des amis. Mais quand vous êtes à la tête d'une entreprise, c'est qui, quand vous défendez une multinationale, c'est qui l'ami? C'est pas du tout évident. Et la guerre économique fait que celui qui est souvent le plus proche, c'est celui qui fera le plus de mal.
Parce que celui qui est proche, il partage le même marché que vous. Celui qui est votre ennemi, parce que vous ne partagez pas les valeurs, parfois il n'est pas du tout une menace, parce qu'il est tellement loin de vous. Vous êtes en dehors. Et c'est pour ça que la cellule de base, puisqu'on ne peut pas laisser l'individu seul dans la mondialisation, la cellule de base à peu près cohérente, ce sont les nations. Dans la mesure où les nations ne sont pas divisées l'une contre l'autre. Ils voient très bien que les pays efficients, c'est les pays où le collectif, comme tu as très bien été dit ce matin, est fort. Parce que le collectif permet de penser la durée. Et les pays divisés contre eux-mêmes sont des pays qui sont voués à périr. Parce qu'aujourd'hui, on a des alliances, on fait des alliances. On est amis d'une culture, on est amis d'une personne, mais la réalité économique et politique, elle est mortifère. Et quelle est la place dans ces adversaires? Alors ça, c'est un autre phénomène, c'est que là, on raisonne quand même dans un cadre qui est a priori statocentré, c'est-à-dire entre États. Mais il y a une réalité qui nous dépasse par le haut, qui sont les transnationales, qui sont des entreprises qui, quelque part, se contrefoutent du pays où ils hébergent. Parce qu'avant, une entreprise était liée au pays d'où elle venait. Parce que, du fait qu'on ne pouvait pas vendre partout dans le monde, l'entreprise de Bourgoin avait intérêt à ce que Bourgoin aille bien. L'entreprise de Clermont avait intérêt à ce que les gens soient bien logés, bien soignés, les enfants élevés. Parce que l'intérêt du politique allait avec l'intérêt de l'économique. Aujourd'hui, il y a certaines grandes firmes, si un pays les contraint, qu'est-ce qu'elles font? Elles disent, je m'en vais. Et il y a, je n'ai pas dit que c'était la norme, parce que Dieu merci, il y a énormément de grands industriels qui sont des types qui ont une vraie intelligence et qui au moins peuvent conserver leur avoir. Mais au niveau des firmes multinationales, le lien entre économique et politique parfois se tord. Et la grande entreprise préférera parfois son intérêt à l'intérêt conjugué de l'intérêt du pays dans lequel on est. Ça, c'est par en haut. Mais les États sont dépassés par le bas, par le biais, par exemple, des narcotrafiquants, de la criminalité organisée, qui a des chiffres d'affaires qui se mesurent en milliers de milliards de dollars. Donc, contre une puissance très grande, c'est toute l'économie occulte, dans laquelle on peut mettre tout ce qui est criminel, ce qu'on appelle, quand on est italien, les mafias, mais c'est également tout le problème des paradis fiscaux, etc., qui jouent contre les nations développées. Et donc, le brassage de capitaux est considérable. Donc, moi, les îles Caïmans, c'est certainement sympathique, je ne suis jamais allé, mais pour moi, ce n'est pas un allié. C'était la réflexion que j'avais faite sur la faiblesse des États. Un État devient faible quand il ne peut plus prélever l'argent de ses riches. Et en gros, les États occidentaux sont devenus faibles dans la mesure où les grandes sociétés, les personnalités les plus riches de ces États ont pu mettre leur argent en dehors de ces États et échapper à la citoyenneté de ces États. Une partie de notre faiblesse actuellement, et les raisons pour lesquelles on est en pleine discussion aujourd'hui, c'est que ça. Nos États manquent de puissance. Ils ont une variété d'ennemis. Avant, ils savaient comme puissants en face d'eux que d'autres États. Maintenant, ça n'est plus le cas et on ne sait pas bien gérer ça. Il y a une première chose, j'ai critiqué les paradis fiscaux, mais on peut critiquer également les enfers fiscaux, puisqu'on est en théologie. Donc la première chose, c'est que si on ne veut pas que l'argent sorte, il ne faut pas le pousser dehors non plus. Et que s'il n'y avait pas d'enfers fiscaux, il y aurait moins de paradis fiscaux. Mais je suis tout à fait d'accord avec l'argument, il est évident que la démocratie a été créée pour contrôler l'usage de l'argent par le prince. Et il est vrai qu'aujourd'hui, les conditions matérielles, techniques et physiques permettent aux capitaux à partir en 2 clics. Et c'est pour ça que John Maynard Keynes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas en économie, était tout à fait favorable à la liberté de circulation des marchandises, mais beaucoup moins à la liberté totale de circulation des capitaux. Et nous, on a placé sur le même plan la liberté de circulation des capitaux et la liberté de circulation des marchandises. Il est vrai que la liberté de circulation des hommes est essentielle, celle des marchandises, mais celle des capitaux, il faut quand même se poser la question. Voilà, je crois que... Oui, cette sera la dernière question. Julien. Vous avez parlé ce matin de Hong Kong et de Taïwan. J'aimerais avoir votre point de vue de Chine vis-à-vis de Macao, que vous avez pas évoqué. En fait, Macao était vraiment un couloir de marchandises maritimes entre la Chine et le Japon avant 1868. Je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Aujourd'hui, Macao, c'est devant Las Vegas au niveau du jeu. Un petit point de vue vis-à-vis de la Chine. Et puis je voulais poser une question par rapport au fait que vous êtes spécialiste des grèves.
Et elle est simple, aujourd'hui, ne sommes-nous pas en France incapables de grèves efficaces face à la dictature financière qui prévaut sur les employés, notamment lorsqu'il y a des intérêts fonciers. Exemple, ici à Lyon, Gerland 7e, 10 hectares pour la société Brandt et 10 autres pour la société Nexans. Là, les politiques s'expriment parfois, des fois se taisent. La politique, elle est quand même dans le jeu. Donc on ne peut pas les dissocier du point de vue vis-à-vis de Macao et puis vis-à-vis de la dictature financière. Les chars Leclerc marchent très bien, hein, ils peuvent tirer en roulant. J'en ai vu quelques centaines à Cangeers et on en a vendu beaucoup aux Émirats Arabes Unis. Donc c'est une bonne technologie. Sur la Macao, pour moi c'est un peu un épiphénomène. Les Chinois aiment bien le jeu, c'est plus un poumon pour la Chine qui l'interdit dans son territoire et le permet en Macao et permet aux Chinois d'aller à Macao pour dépenser leur argent. Je vois plutôt comme ça. C'est vrai que ça a fait très criminel comme ça, mais bon, du jeu, après tout, il y en a un peu partout. Sur votre question qui m'intéresse plus, cette question des grèves, vous parlez de Brandt. Alors, je pense que c'est un peu sur le modèle Paris-Rhône. Hein. Avant, on avait à Lyon, Paris-Rhône, une grosse société lyonnaise, et quand les ouvriers n'étaient pas contents, on ne trouvait pas ça juste, ils se mettaient en grève et ils avaient en face d'eux un patron et éventuellement un État régulateur. Maintenant, qui est le patron de Brandt? Est-ce que Brandt n'appartient pas à un capital qui lui-même est très fluctuant? C'est-à-dire que si je fais grève contre Brandt, je fais grève contre un directeur. Et le patron, il m'échappe complètement. C'est-à-dire que je n'ai plus ce lien, disons, conflictuel tendu entre le capital et le travail. Et c'est pour ça que cette grève, je ne veux pas dire qu'elle soit complètement fictive, inutile, etc. pour les grévistes, parce que j'ai beaucoup de respect pour les grévistes, ils prennent des risques. Mais ce que je veux dire est beaucoup moins efficace, puisqu'en face d'eux, ils n'ont pas leur véritable patron. Ils ont juste quelqu'un qui a d'autres patrons au-dessus de lui qui lui échappe complètement et sur lequel il n'a pas de prise. Ça, c'est le monde moderne et on a aussi un ennemi insaisissable. C'est très fin. Il a mis son pull rouge, mais il n'est pas ce que vous croyez. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous pour votre présence. Merci pour votre je vous rappelle que le 17 mars, il y a une conférence le soir, je crois que c'est à 18h30, faite par le gouverneur militaire et moi-même, sur la question du Sahel, et que le 10 et 12 mars, vous avez la conférence concernant les nouvelles stratégies militaires de très haut niveau. Là, nous sommes ici dans la vulgarisation haut de gamme, mais là, c'est véritablement de la technique, mais vous êtes les bienvenus. Il y a une conférence le mardi soir par Jean Bechler, qui est une sommité dans le sujet, et vous avez encore quelques tracts là si vous voulez avoir les détails. Merci, à bientôt sur Geolinks, et à l'année prochaine pour venir.